Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, l'auteur de théâtre que vous êtes à la scène, a vécu à la ville la réalité de la comédie humaine. Vous signez aujourd'hui une fantaisie politique inspirée par le plus illustre de nos contemporains, avec qui, hasard ou destin, vous avez en commun le jour de naissance. Bonjour Jean-Marie Besset. Bonjour Jacques Pessis. Alors, on connaît votre parcours de théâtre, on va l'évoquer parce que c'est quand même un parcours assez exceptionnel. À l'occasion de cette pièce, De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron, que vous créez dans quelques jours au De Jazet, qui est un événement aussi et qui est assez insolite. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers ces dates clés. Et la première que j'ai trouvée, je crois que c'est le plus beau jour de votre vie, le 1er avril 1988. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, oui, c'est bizarre de recevoir une lettre qui vous fait tant plaisir, datée d'un 1er avril. Ça pourrait avoir l'air d'une blague, mais en 1988, en effet, j'habitais New York à l'époque et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, dans mon appartement Brownstone, au 4e étage, un petit appartement. À l'époque, c'était encore possible d'avoir des appartements dans Manhattan, mais enfin voilà, c'était 74e rue. Et donc, dans ma boîte aux lettres, je trouve une lettre de Jacques Lassalle, qui dirigeait à l'époque le Théâtre National de Strasbourg, et qui m'informe il confirmait en fait ce qu'il m'avait déjà laissé entendre, mais il confirmait qu'il allait monter ma première pièce, Villa Luco. Alors, il se trouve, on peut croire un canular un 1er avril, même à New York. Oui, surtout que c'était quand même une nouvelle importante qui arrivait par lettre. Oui. Aujourd'hui, ça n'a plus cours. Ça sera un mail. D'ailleurs, je me suis un peu renseigné. Effectivement, le canular du 1er avril, ça remonte à l'Antiquité. Les Grecs célébraient Momos, le dieu du rire et de la raillerie, et ils faisaient des farces. Et les Romains ont poursuivi la tradition en célébrant les Hilaria le 25 mars. Et le poisson d'avril, ça date du Moyen-Âge, où il y a un poète du 15e siècle, Pierre Michaud, qui parle du poisson d'avril pour désigner un jeune garçon chargé de porter des billets d'eau à son maître. C'est assez drôle. Très bien. Alors, Villa Luco, c'est une rencontre imaginaire entre le général de Gaulle et Pétain. Et le maréchal Pétain, voilà, en la présence d'un jeune lieutenant, Saint-Cyrien comme les deux autres, qui lui travaillait dans les services de renseignement et d'information à Londres pour la France libre, et qui, suite à, on peut imaginer une dépression, pendant Londres, pendant les bombardements, pendant etc., le Blitz et tout, se retrouve un peu à la Libération, mis sur la touche, puisque le général, devant lequel il est en admiration absolue, l'envoie garder le maréchal Pétain dans sa cellule du fort de l'Île-Dieu. Alors, il se trouve que cette pièce, elle a une histoire. Vous avez commencé à l'écrire et ça a été 3 ans de démarche incroyable. Bah oui, parce que moi, je suis originaire de Limoux, dans l'Aude, d'une petite ville et d'un milieu très éloigné du monde du théâtre. Donc, ma trajectoire, elle était, si vous voulez, balsacienne, puisqu'il fallait monter à Paris, comme les jeunes gens du 19e siècle. Et en fait, à Paris, donc j'étais passionné de théâtre, je voulais être acteur à l'époque, mais j'avais commencé à écrire des pièces de théâtre. Je faisais mes études à Sciences Po. Et donc j'écrivais des pièces. Enfin, j'avais écrit une première pièce, une deuxième pièce, une troisième, enfin, etc. Et puis petit à petit, ça a fini par j'envoyais mes pièces par la poste à des théâtres. J'avais pas de réponse. Encore que c'était moins. Franchement, c'était moins pire qu'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait des directeurs de théâtre privés qui répondaient. Ouais. Qui en général vous répondez qu'ils n'aimaient pas votre pièce et qu'ils ne la prendraient pas, mais qui parfois vous recevez même pour en parler, pour vous dire que ça les avait quand même intéressés. Mais voilà, aujourd'hui c'est presque impossible. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est des secrétaires qui répondent sans même avoir ouvert le courrier d'ailleurs. Voilà, en général, voilà. Et je crois que Strasbourg, c'est venu parce qu'un soir vous avez rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un à Strasbourg. Voilà, c'est-à-dire je dînais dans un restaurant à côté de la rue des Écoles, là, et avec Alain Marcel, que j'avais rencontré, qui était un ami, qui était devenu un ami, qui avait à l'époque un spectacle qui triomphait, qui s'appelait « Essayez donc nos pédalos », à la Cour des Miracles, qui est un cabaret-théâtre qui a disparu depuis. Spectacle très, très important à l'époque, qui avait beaucoup fait parler. Enfin, c'était en 1919, ça.
Et donc, j'avais rencontré Alain Marcel, Jean-Paul Muel. Alain, malheureusement, nous a quittés. Jean-Paul Muel est toujours parmi nous. Et il m'avait présenté un de leurs amis qui était dans ce restaurant et qui m'avait dit « Ah, mais si vous écrivez du théâtre, vous devriez les envoyer au comité de lecture du Théâtre National de Strasbourg. » Et résultat, il y a une lecture à Strasbourg où il y a vraiment très peu de gens dans la salle. Voilà, très peu de gens dans la salle, mais il y avait des gens importants. C'est-à-dire que il y avait mes parents qui m'avaient accompagné très gentiment, qui étaient ravis. Voilà, mon père plaisantait gentiment quand on voyait passer les gens parce qu'on était allé prendre un café avant sur le trottoir, et alors il disait « Ah ben ceux-là, ils y vont » parce que c'était, je sais plus quoi, un vendredi ou un samedi soir, et alors, on voyait passer les gens qui sortaient du travail, vous voyez. Alors mon père plaisantait en me disant « Bah ceux-là, ils y vont, c'est sûr ». C'est raté. Et en fait, il y avait très peu de monde dans la salle, mais il y avait Antoine Vicaire, le grand critique des dernières nouvelles d'Alsace. C'était l'époque où la presse régionale avait des grands critiques dramatiques, notamment à Strasbourg. Et il y avait Jacques Lassalle qui dirigeait le Théâtre National de Strasbourg. Et à la fin de ma lecture, parce que leur principe, c'était Bernard Dort qui dirigeait le comité de lecture à l'époque, qui était un des grands universitaires et spécialistes de théâtre, qui a beaucoup parlé de Brecht notamment. Enfin bon, bref. Donc Bernard Dort avait retenu la pièce en lecture. Et à la fin, alors leur principe, c'était que l'auteur allait lui-même lire sa pièce. Donc j'ai lu ma pièce dans un silence recueilli devant une vingtaine de personnes. Et à la fin, Jacques Lassalle est venu me voir et il m'a dit « Écoutez, je suis directeur de ce théâtre national et donc chaque année, je monte 2 classiques et un auteur contemporain. Je pensais monter une pièce de Thomas Bernhard et à la place, je vais monter votre pièce, Villa Luco. » Voilà. Alors ça a été vraiment un succès. Le problème, c'est que au milieu des premiers spectateurs, il y avait des huissiers envoyés par la famille du général de Gaulle. Oui, le jour pratiquement de la première, enfin en mai 89, je vois débarquer devant moi, alors que je jouais dans la pièce ce jeune lieutenant, donc qui fait les frais de la rencontre entre De Gaulle et Pétain. Je vois débarquer un huissier qui me remet une assignation à comparaître en référé au tribunal de grande instance de Strasbourg. Et voilà, la famille de Gaulle, c'est-à-dire Philippe de Gaulle, l'amiral, et sa sœur, Madame de Boissieu, me faisaient un procès pour... en fait, si vous voulez, il n'y avait pas eu de précédent. C'est-à-dire, c'est la première fois que le général de Gaulle était un personnage de théâtre, c'est-à-dire était incarné sur la scène par un acteur. Et en fait, ensuite, c'est Maître Kijman et son cabinet qui m'a défendu, ainsi que le Théâtre National de Strasbourg. Enfin, l'affaire était suivie partout à l'époque. Bref, il y a eu des articles dans le Spiegel, enfin partout, en Allemagne, dans le Herald Tribune, etc. Et donc, il n'y avait pas de jurisprudence. Sauf, je crois, il y avait eu un film où on représentait Ferdinand de Lesseps dans un film sur le canal de Suez, je crois, mais dans la jurisprudence française, c'était le seul précédent d'un acteur qui incarnait un contemporain célèbre. Résultat, ça s'est bien passé. Résultat, ça s'est bien passé, et voilà, et donc ils ont été déboutés, puisque au terme de la cour, il n'y avait pas de représentation du général ridicule ou honteuse, il n'y avait pas d'atteinte à sa vie privée, et l'argument de la famille de Gaulle à l'époque, c'était qu'ils invoquaient une espèce de droit d'auteur sur la vie du général de Gaulle. Et donc la cour avait répondu de façon un peu cinglante en disant, attendu que la vie et l'action du général de Gaulle n'appartient pas à sa famille mais à l'histoire. Donc, elle était évidemment libre. Alors, curieusement, ça c'est une pièce classique, mais la base de la découverte du spectacle pour vous, c'est votre grand-mère, notamment avec cette opérette. La bonne auberge du cheval blanc, séjour aimable et troublant. L'auberge du cheval blanc, qui a été créée en France en 1948 au Châtelet et qui a totalisé plus de 1700 représentations. Et ça a été un déclic pour vous, un premier déclic. Oui, c'est ça. Je connaissais les interprètes par cœur, enfin cette interprétation surtout, c'était Colette Riedinger, je me souviens, qui jouait Josépha, la patronne de l'auberge du cheval blanc, et Luc Barnet qui jouait Léopold, le maître d'hôtel qui se mourait d'amour pour la dite Josépha.
Alors c'est vrai que c'est une chose assez curieuse, parce que ça passait quand même en Bavière, et l'Allemagne, l'Allemagne avait été certes défaite, mais enfin l'occupation allemande n'était pas très loin. Donc c'était quand même étonnant. C'était une œuvre autrichienne, je crois, Ouais. et qui avait été excellemment traduite et adaptée en français. Voilà. Et il y a eu un autre déclic, je crois que c'est votre mère qui vous a emmené voir l'annonce faite à Marie de Paul Claudel, Oui, à c'est ça. Carcassonne. D'où mon grand éclectisme en matière de théâtre, si vous voulez, parce que pour moi le théâtre, donc j'ai grandi dans cette petite ville de Limoux, qui est la sous-préfecture de l'Aude. Et en fait, le théâtre, c'était soit Carcassonne, il y avait le Festival de la Cité qu'avait créé l'extraordinaire Jean Deschamps à l'époque. Et puis de l'autre côté, il y avait le théâtre du Capitole à Toulouse. Alors ma grand-mère, c'était plutôt, si vous voulez, les opérettes et Luis Mariano, et on a vu pas mal de choses comme ça. Et puis ma mère, c'était un théâtre plus sérieux, déjà un théâtre peut-être chrétien, puisqu'on parle de Paul Claudel. Et ça a été donc cette révélation de l'annonce faite à Marie. Voilà, ça c'était justement un théâtre de festival. Et un festival est important aussi dans votre vie. On va l'évoquer à travers une autre date, le 20 juillet 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Besset. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Besset. Nous parlerons tout à l'heure de cette pièce De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron, qui est une fantaisie politique. On en revient à votre parcours, on a évoqué vos débuts, votre première pièce. Mais le 20 juillet 2000, il y a un événement, une légende vient dans un festival écouter sa voix. Au début, c'est un titre de film, par exemple. Annie Girardot. Qu'est-ce qui se passe ? Car Annie Girardot a relevé un défi un jour que vous lui avez lancé, lire ou raconter un monologue d'un auteur anglais, Alan Bennett, qui s'appelait Moulin à paroles. Voilà, ça s'appelait... En fait, c'est une série de monologues qu'Alan Bennett, immense auteur britannique, toujours en vie, a écrit à l'époque pour la BBC. Et puis, c'est Maggie Smith qui a interprété certains de ces monologues. Et là, lorsque j'ai eu l'idée à l'initiative... Le maire de Limoux, si vous voulez, m'a dit, c'est l'année où j'avais eu mon Molière pour l'adaptation de la pièce Copenhague, il m'a dit, mais est-ce que tu pourrais pas réfléchir à une façon d'animer Limoux en été ? Voilà, parce qu'il y avait plus de théâtre à Limoux du tout, enfin c'était une région... Une petite ville dans un milieu rural, très éloigné du théâtre, là aussi. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre sur pied ce festival de théâtre qui était, à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup de moyens, pas des spectacles totalement montés, mais des lectures-spectacles de pièces. C'était, à l'époque, très peu... Enfin, depuis, ça a fait école. Oui, oui. Si vous voulez, on est 26 ans plus tard, donc évidemment... Là, maintenant, tout le monde fait des lectures-spectacles, mais à l'époque, c'était nouveau. Et donc, Annie Girardot est venue interpréter ce monologue avec Maya Simon, qui jouait un autre monologue d'Alan Bennett. Elle était à l'époque assez fatiguée, elle ne s'était jamais remise de cette revue qu'elle avait montée, revue et corrigée, qui était au Casino de Paris. Elle voulait sauver le Casino de Paris, et ça lui a coûté sa fortune et beaucoup de choses. Et elle jouait encore Madame Marguerite, mais on sentait que c'était plus la Girardot qu'on avait connue, hélas. Alors, il se trouve que ce festival, c'était aussi pour découvrir des comédiens. Il y a Jacques Rosner qui est venu, il y a Jean-Pierre Daroussin, il y a Marianne Bassler, et vous avez même accueilli un jour un prix Nobel, Xiao Guingzhang. Oui, ça c'était une pièce qui était formidable, qui s'appelait 4 quatuors pour un week-end, où il y avait aussi d'ailleurs mon ami Maya Simon. Voilà. Mais avoir un prix Nobel, en plus, je crois qu'il vit toujours en France aujourd'hui. Il a eu quelques soucis avec la Chine, et c'est lui qui a traduit en mandarin Ionesco, Prévert et quelques autres. Voilà, quelques-uns comme ça. C'est un auteur tout à fait passionnant, comme sont souvent les Chinois. Et donc, pour vous, Jean-Marie Besset, c'est une façon de faire découvrir un certain théâtre à un public qui ne le connaît pas forcément et qui n'a pas accès. Si vous voulez, à Limoux, on a eu un académicien français en fait au 19e siècle. Moi-même, j'ai échoué pour le moment à l'académie, mais enfin, je n'ai pas dit peut-être mon dernier mot. Et en tout cas, nous avions un académicien français qui s'appelait Alexandre Guiraud, qui a été élu dans les années 1830 à l'Académie française, contre Lamartine d'ailleurs.
Et en fait, Alexandre Guiraud a fait venir à Limoux, notamment dans le théâtre de Limoux. Il y avait un théâtre à l'époque et il a fait venir la grande Rachel, qui a joué Phèdre à Limoux. Vous voyez, donc il y avait quand même une tradition qu'avait inauguré en tout cas cet Alexandre Guiraud à Limoux. Et puis ça s'est un peu perdu, ça a perduré jusque dans les années, enfin jusqu'au début du XXe siècle. Et puis ensuite, l'heure n'était plus, enfin la guerre venant, l'heure n'était plus au théâtre, on croyait au cinéma, si bien que le dernier théâtre de Limoux a été transformé en cinéma en 1971. Alors aujourd'hui, on le regrette et on est en train de construire de nouveau un théâtre à Limoux. Alors, il se trouve que Villaluco vous a permis d'être découvert par le public, par les critiques. On vous a ouvert les portes du théâtre. Et finalement, il y a des grandes actrices comme Marie-France Pizier, Sabine Audepin ou Daniel Delorme qui sont venues jouer vos pièces. Voilà. Et Daniel Delorme, c'était pas évident. J'ai eu la chance d'avoir de grands interprètes. J'ai eu Pierre Vanek qui jouait dans ma pièce La Fonction, grand acteur. Oui, non, j'ai eu Christophe Malavoie, j'ai eu Samuel Labarthe plus récemment, Robert Plagnol, il y a eu Guillaume Canet qui a joué dans mes premières pièces, Romain Duris. Mais à chaque fois, il faut convaincre le comédien de venir au théâtre. C'est pas toujours évident, Jean-Marie Besset. Non, c'est même très peu évident aujourd'hui parce que il y a pas beaucoup de, si vous voulez. Il y a eu une époque où il y avait des jeunes acteurs qui étaient moteurs et qui faisaient du théâtre. Aujourd'hui, les jeunes acteurs qui seraient moteurs, c'est-à-dire que les gens ont envie de voir quand ils viennent au théâtre, il y en a très peu. Alors, il y avait Gaspard Ulliel qui avait joué une pièce avec Michel Faux, une pièce de Joe Horton, Entertaining Mr. Sloan. Mais à part ça, si vous voulez, aujourd'hui, si vous essayez d'avoir Pierre Ninet ou Louis Garrel, ou des gens qui ont vraiment, vous voyez, enfin qui captivent tout le monde, c'est assez difficile de les amener au théâtre, puisque c'est des gens qui font beaucoup de cinéma, évidemment. Donc, si vous voulez... Alors que jadis, on pouvait venir 3 ans au théâtre avec une pièce, et aujourd'hui, sans représentation, c'est un maximum pour les acteurs. Parce que le théâtre, il n'est pas question... Le théâtre, si vous voulez, restera toujours... un art noble, parce que finalement, ce n'est pas une affaire d'argent. Voilà. Alors, il y a eu la France avec vos pièces, et il y a eu les États-Unis, parce qu'au départ, votre but, c'était de travailler à New York, Jean-Marie Besset. Eh bien, si vous voulez, je suis allé au départ à New York. New York a été un éblouissement quand je suis arrivé à New York en 1980, la première fois. Je faisais mon stage pour mon école de commerce, l'ESSEC, là-bas, un stage à l'ambassade de France. Oui, car vous avez fait des études pour rassurer vos parents. Oui, j'ai fait des études pour rassurer mes parents. J'ai fait l'ESSEC et Sciences Po, voilà, ensuite. Mais tout le temps, je voulais être acteur. J'ai passé le conservatoire d'art dramatique. J'ai eu le premier tour. À l'époque, on prenait 100 personnes. Il n'y avait que 2 tours. À l'époque, on prenait 100 personnes au premier tour sur 2000. Et ensuite, au deuxième tour, on en prenait 20 sur 100. Voilà, mais j'ai pas eu le deuxième tour parce qu'il n'y avait pas Michel Bouquet dans le jury du deuxième tour. Oui, parce que Michel Bouquet vous a aidé au départ lorsque vous avez tenté d'entrer au conservatoire. Et j'ai appris que c'est grâce à lui que j'avais été reçu au premier tour du conservatoire, parce que lui m'avait trouvé très bien dans Le Chandelier de Musset, le monologue du Chandelier. Mais on ne peut pas imaginer plus sérieux, plus précis que Michel Bouquet. Il m'a un jour raconté que quand il n'arrivait pas à se mettre un personnage dans la tête, il pouvait tout casser autour de lui tellement il s'énervait. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, et malheureusement, c'est lui qui devait jouer Pétain dans ma première pièce Villaluco, et puis ça ne s'est pas fait, voilà, parce que Jacques Rosner devait le faire, puis il ne l'a pas fait. Enfin bon, le temps a passé. C'est autre chose. Ça s'est fait autrement. Et il se trouve aussi qu'à l'époque, vous preniez des cours chez Jean-Laurent Cochet, et vous avez caché à Cochet justement que vous alliez au conservatoire. Mais oui, parce qu'à l'époque, il avait claqué la porte du conservatoire avec Pers et Fracas, et si on présentait si on osait s'inscrire au concours du conservatoire, on était immédiatement viré de son cours. Donc en fait, si vous voulez, j'ai usé d'un stratagème, j'ai pris un anagramme de mon nom, Jean-Marie Besset, c'est devenu Sébastien Gémaer, et en fait, il m'a connu sous le nom de Sébastien Gémaer, donc, et il m'aimait beaucoup dans son cours. Et ensuite, quand on a commencé à parler de moi, parce que mes premières pièces étaient jouées, alors quel n'a pas été son étonnement un jour de s'apercevoir que Sébastien était en fait Jean-Marie. Il se trouve aussi qu'à New York, vous êtes là-bas parce que vous adorez Broadway et vous rêvez d'être monté à Broadway, Jean-Marie Besset. Et pour un Français, c'est pas évident. C'était pas évident, mais si vous voulez, à l'époque, il y avait deux choses. Il y avait d'une part
pour parler de ma vie personnelle, disons, j'étais tombé amoureux d'un jeune Américain, donc, enfin de mon âge, et donc, si vous voulez, il y avait un niveau de liberté là-dessus à New York qui n'existait pas à Paris. À Paris, c'était juste avant que François Mitterrand soit élu, que Robert Badinter fasse passer sa loi qui décriminalisait finalement les relations homosexuelles, enfin pour la première fois depuis en tout cas la Révolution, depuis que ça avait été recriminalisé sous Vichy. Et en fait, si vous voulez, on pouvait à New York se promener avec un garçon pouvait se promener main dans la main avec un autre garçon, une fille avec une autre fille à New York, ça ne posait pas de problème. À Paris, ça n'était pas possible en 1980. Ça n'était pas, voilà. Et c'était encore, on pouvait être arrêté encore pour homosexualité à Paris en 1980. Donc les gens ne se rendent pas compte parce qu'aujourd'hui je parle à des jeunes gens qui évidemment ont profité des combats de leurs aînés, de notre génération à nous. Mais si vous voulez, donc à l'époque, je suis allé à New York. D'une part parce que j'ai suivi là-bas un Américain que j'avais rencontré et avec qui j'ai vécu. Enfin voilà, on est toujours amis à l'heure où je vous parle. Mais enfin voilà, ça s'est passé en 1980. Et d'autre part, alors d'un point de vue de l'art du théâtre, j'étais un peu comme les exilés de Coblence au moment de la Révolution, si vous voulez, parce que le théâtre français divaguait complètement. À l'époque, ça déraillait total. Enfin bon, il y en a encore aujourd'hui des séquelles, si vous voulez, mais à l'époque, les metteurs en scène, les grands metteurs en scène, le théâtre était devenu un art du metteur en scène, hein, c'est-à-dire le comédien et l'auteur passaient vraiment au second plan ou au troisième plan. Et si vous voulez, les metteurs en scène passaient leur temps soit à relire Shakespeare, soit à monter des textes qui n'avaient rien de théâtral, c'est-à-dire des minutes de procès, des comptes rendus de conseils de classe, enfin des choses qui étaient, voilà. Alors dans ça faisait l'essentiel des spectacles. C'était bon. Après, depuis, on parle aujourd'hui d'écriture de plateau, si vous voulez. Enfin, tout ça parce que, enfin, moi dans mon esprit, si vous voulez, 68 était passé par là et l'auteur de théâtre, enfin le mot auteur a sûrement la même racine que le mot autorité, en fait. Et mai 68 ayant voulu jeter à bas en France toute autorité, si vous voulez, l'auteur dramatique était suspect, si vous voulez. Et les mots même de théâtre, d'auteur dramatique, de dramaturge, étaient devenus tout à fait suspects, si bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, dans toute une presse de gauche, on ne parle plus de théâtre, on parle des arts de la scène. Oui. J'ai bien vu même récemment, on parlait du renouveau de l'émission Le Masque et la Plume, et il n'y a plus marqué théâtre, il y a une émission consacrée à la littérature, une autre aux arts de la scène, et une troisième au cinéma. C'est-à-dire, le cinéma et les lettres ont gardé leurs mots, mais le théâtre, lui, a disparu de la circulation. Mais pour vous, il n'a pas disparu. On va évoquer une autre date importante dans votre vie, le 4 novembre 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Besset. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Besset. Tout à l'heure, nous évoquerons De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron qui débute le 4 février au De Jazet. On revient à votre parcours, on a évoqué vos premières pièces. Et le 4 novembre 2009, c'est une nomination qui fait du bruit, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Vous êtes nommé à la tête du Théâtre des 13 Vents, le Centre dramatique de Montpellier, et ça a fait effectivement beaucoup parler. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes nommé et il y a un déchaînement contre vous que vous n'imaginiez pas. Ah oui, non, mais ça a été incroyable, quoi. Ça a été invraisemblable. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas de vous. Voilà, enfin, dans le théâtre public. Oui. Enfin, parce que si vous voulez... Non, mais j'ai compris un peu tard, vous me direz. Voilà, bon, déjà, il y a, vous savez, en France, il y a la guerre des... Il y a la guerre, voilà, une guerre tribale entre le public et le privé. Savary avait une bonne formule, il disait la différence entre le public et le privé. Dans le théâtre privé, les spectateurs connaissent les noms de tous les comédiens. Dans le public, c'est l'inverse. Voilà, ceux qui sont sur la scène, dans le public, c'est l'inverse. Voilà. Oui, mais enfin, au-delà de ça, si vous voulez, il y a une question
Enfin, ça recoupe grosso modo le distinguo droite-gauche qui existait très vivement dans notre pays. Et puis, c'était d'un côté l'art du metteur en scène, comme je vous disais tout à l'heure, et de l'autre côté plutôt les auteurs. Voilà, les auteurs et les comédiens vedettes. Voilà. Et donc, et ils oubliaient. Alors du coup, si vous voulez, c'est très bizarre parce que ce théâtre public, il en a oublié d'être le contemporain de lui-même. C'est-à-dire, il a oublié de faire vivre les auteurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire les auteurs d'aujourd'hui, par exemple les auteurs, les grands auteurs que sont, enfin pour moi c'est les plus grands auteurs de la seconde moitié du XXe siècle, si vous voulez, c'est Edward Albee en Amérique, Harold Pinter en Angleterre. Voilà deux auteurs qui ont été joués dans le théâtre privé à Paris. C'est Claude Régis qui les a montés d'ailleurs, avec Jean Rochefort, Delphine Seyrig, enfin des gens comme ça, ou Françoise Fabian, enfin... Ça a été Annie Girardot. Enfin, il y a eu, voilà. Mais c'était dans le théâtre privé. Alors que le théâtre public, lui, était incapable de faire vivre ses auteurs et passer son temps, comme je vous disais tout à l'heure, aussi à remonter Shakespeare. Pas vraiment Shakespeare en traduction contemporaine. Bien sûr. Là, cette fois-ci, c'est grâce à Frédéric Mitterrand, qui est alors ministre de la Culture, qui aime le théâtre, qui a pris des risques au cinéma. Il ne faut pas oublier qu'il a été acteur, lui aussi, au début. À 12 ans, il a joué dans Fortuna avec Michel Morgan et Bourvil. Et il a découvert un univers qu'il n'a plus jamais quitté. Et là, il vous a défendu et vous avez pu, pendant 3 ans, travailler alors qu'au départ, personne ne voulait de vous, Jean-Marie Besset. Moi, je trouve que, si vous voulez, Frédéric Mitterrand, en effet, c'était un grand ministre de la Culture parce qu'il savait de quoi il parlait. Il allait au théâtre. Moi, il m'a reçu à la radio pour plusieurs de mes pièces. C'est comme ça qu'on se connaissait. Les gens ont insinué que j'étais son ami ou son compagnon, je sais pas quoi, jamais de la vie. On se connaissait tout juste, mais on se connaissait parce qu'il connaissait mes pièces, en fait. Parce que moi, je ne veux être jugé que sur mes pièces, si vous voulez, que sur pièces, en fait, si j'ose dire. Parce que les gens qui étaient, par exemple, hostiles à mon arrivée à Montpellier ne me connaissaient pas du tout. Ils ont occupé le théâtre de Montpellier en décembre 2009 pour protester contre ma nomination. Vous vous rendez compte ? Et alors, ils étaient rassemblés à Parlementer, voilà, ils étaient 200 peut-être, dans le hall du théâtre de Montpellier. Et moi, je déjeunais avec le DRAC. Et je lui dis, mais je vais y aller les voir, les rencontrer, ces gens qui sont hostiles. Alors, je lui dis, vous venez avec moi ? Non, le DRAC, il m'a dit, non, monsieur Besset, allez-y. Enfin, n'y allez pas, c'est dangereux, etc. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont pas quand même me tuer si j'y vais ? Donc, j'y suis allé. Et ils me connaissaient pas. Je suis entré dans le hall et puis j'ai pris la parole. J'aurais dit, écoutez, excusez-moi, mais Jean-Marie Besset, c'est moi. Donc je voudrais savoir. Je suis là pour m'expliquer. Mais je voudrais savoir ce que vous pouvez me reprocher. Et est-ce que vous avez lu mes pièces ? Est-ce que vous me connaissez ? Est-ce que vous connaissez mon travail ? Est-ce que vous savez ce que je fais depuis 30 ans ? Parce que, si vous voulez, c'était très étrange cette histoire-là. Alors, parce que j'avais été nommé par Georges Frêche et Frédéric Mitterrand. Et donc, je me suis aperçu par la suite que, si vous voulez, les CDN, les 40 CDN qui existent en France, les centres dramatiques nationaux, et puis les 80 scènes nationales, c'était en fait des fromages, si vous voulez. Des fromages que se répartissaient les gens du SYNDEAC, syndicat d'entreprises publiques, voilà, voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai été nommé à Montpellier, je suis allé à une réunion du SYNDEAC et j'étais très surpris parce que, si vous voulez, à l'époque, Frédéric Mitterrand était ministre de la Culture et au lieu de discuter des mesures que prenait Frédéric Mitterrand pour la culture, à l'époque, toute la réunion, qui durait 3 heures ou 4 heures, était consacrée aux propositions de Martine Aubry, dont on imaginait à l'époque qu'elle allait être la candidate du Parti socialiste au présidentiel, ou je sais pas quoi, enfin, qui allait être ministre de la Culture, qui devait venir à Avignon. Et donc, moi, j'avais pris la parole au bout de 2 heures, et je leur avais dit, mais vous croyez pas qu'au lieu de discuter
des propositions de Martine Aubry qui peut-être ne sera jamais en poste, vous feriez mieux de parler de celles qui nous occupent actuellement. Alors ça avait été là aussi un tollé. Enfin, je mettais les pieds dans le plat. Voilà. En tout cas, vous avez tenu 3 ans, vous avez monté des pièces qui étaient des succès, et il y a eu même 4 ans. 4 ans. Il y a eu un événement, c'est-à-dire que vous avez monté Oscar Wilde, qui a ensuite été repris à Paris, ce qui n'était pas si fréquent. Car Non. Oscar Wilde à l'époque, c'était pas, on n'en parlait plus guère. Non, mais j'ai monté l'importance d'être sérieux puisque je suis revenu au titre original de la pièce. Et en fait, Myriam de Colombie m'a gentiment invité à présenter le spectacle ensuite au Théâtre Montparnasse, où ça a été un beau succès. Voilà. Et on a un peu oublié qu'Oscar Wilde est mort dans la misère à Paris, dans une chambre d'hôtel à Saint-Germain-des-Prés, et il disait « Mon papier peint et moi, nous livrons un duel à la mort, l'un ou l'autre va devoir s'en aller ». Voilà, ce sera lui au moi. Exactement. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que vous avez aussi, vous êtes revenu à votre métier d'auteur, mais vous avez eu aussi l'expérience du théâtre privé en dirigeant le théâtre de l'Atelier pendant quelque temps. Voilà, j'ai dirigé, j'ai succédé à Frédéric Franck, c'est-à-dire Laura Pels, qui nous a quittés elle aussi, malheureusement. Mais enfin, Laura Pels avait acheté le théâtre de l'Atelier à Barsac et a fait du théâtre à l'Atelier. Et elle était justement dans cette espèce de troisième voie du théâtre français, qui était certes dans le théâtre privé, mais avec un goût de la littérature dramatique et un vrai sens du théâtre. Voilà. Elle a fait venir Jacques Lassalle, elle a fait venir Jean-Claude Carrière, elle a fait venir Jean-Louis Trintignant, enfin oui, Jean-Pierre Mariel, enfin, des grands acteurs au service de grands textes de théâtre. Alors, il y a justement le côté acteur que vous avez aussi, Jean-Marie Besset. Je crois que ça a commencé comme figurant à la Comédie Française. Oui, parce que quand j'étais en cours chez Jean-Laurent Cochet, comme je faisais des études à côté, pour gagner de l'argent de poche, j'avais été engagé comme figurant à la Comédie Française. À l'époque, il y avait tout un département de figurants. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais enfin, à l'époque, c'était formidable. Et alors, en fait, Jean-Luc Boutet m'avait remarqué et m'avait choisi pour jouer un des 4 gardes noirs dans sa mise en scène de Marie Tudor, avec Christine Fersen, c'est une belle Marcel expérience. Tristany, enfin, des gens formidables, Et Richard Fontana. Et vous êtes revenu à la Comédie Française ensuite comme auteur, comme adaptateur. Voilà, avec Arcadia, voilà, donc et il ne me reste plus qu'à être un jour auteur dans cette maison. Et puis, Mais- alors, le côté acteur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il a débuté à la télévision par un tout petit rôle dans cette série. Vos débuts d'acteur, Jean-Marie Besset, c'est dans les 5 dernières minutes, un client dans un épisode qui s'appelle La Chine à Paris. Voilà, où j'étais aux puces de Clignancourt et je marchandais je ne sais quoi auprès d'un chiffonnier, enfin pas d'un chiffonnier, d'un brocanteur. Et vous étiez, voilà, on vous avait appelé, c'était vraiment au tout début. Et résultat d'auteur et d'acteur, vous êtes passé à la réalisation avec un film qui a été un événement, un film qui s'appelle La fille et le garçon, avec notamment Ariel Dombal. Ça aussi, c'était une autre aventure. Oui, c'est ça. Ben, si vous voulez, plus je vieillis et plus je me retrouve dans une admiration pour Marguerite Duras, dont je trouve qu'elle a eu une grande liberté de création. C'est-à-dire, elle est passée de c'était enfin, elle a compris très vite qu'on pouvait faire du cinéma aussi, et du cinéma autrement. Et moi, j'ai une passion pour le cinéma de Marguerite Duras, vraiment. C'est-à-dire, India Song, c'est un film que j'ai peut-être vu 50 fois, qui a été même mon film de chevet quand j'ai écrit certaines pièces, notamment la pièce Le Banquet d'Auteuil. Curieusement, enfin, bon, peut-être on n'y pense pas quand on voit Le Banquet d'Auteuil, mais India Song, c'est le film qui a été mon film de chevet, que je regardais en boucle comme ça. J'ai tous les DVD des films de Marguerite Duras. Et elle a fait un cinéma littéraire. Je crois que c'est Godard, d'ailleurs, Jean-Luc Godard, qui avait dit mais aujourd'hui, le cinéma, avec les caméras Super 8, tout le monde peut en faire, etc. Vous avez de la chance, les jeunes gens, parce que tout le monde peut faire du cinéma. Et aujourd'hui, en effet, je peux affirmer qu'en 2025, eh bien, on peut faire du cinéma n'importe où. Moi, je vis à Limoux, j'ai réalisé 2 films à Limoux, parce qu'aujourd'hui, le montage, les caméras, tout ça, c'est numérisé, donc on peut en faire n'importe où. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est possible de faire un film. Voilà. Sans famille, certaines scènes de ce film ont été tournées aussi à Limoux voici quelques années.
Oui. Alors, il se trouve aussi que vous avez appelé l'œuvre de votre vie une pièce que vous avez mis 30 ans vraiment à écrire, qui est autour de Jean Moulin. Oui, alors ça c'est vrai que j'ai commencé, donc on va parler tout à l'heure de Gaulle et Macron, mais pour le moment, si vous voulez, ma première pièce était autour de Gaulle, c'était De Gaulle, et ensuite, donc c'était De Gaulle-Pétain, ensuite j'ai écrit une seconde pièce De Gaulle-Moulin, j'en ai écrit une troisième De Gaulle-Macron, et je viens d'en terminer une quatrième qui est De Gaulle-Paul Reynaud, parce que voilà, c'était un personnage comme ça. Mais De Gaulle, alors pourquoi De Gaulle, si vous voulez? Parce que finalement, De Gaulle et Moulin, alors Moulin, parce que je me suis un peu identifié à Moulin, pour ne rien vous cacher. C'est-à-dire, enfin, pas parce que Moulin est de Béziers, d'une petite ville d'Occitanie. Moi, je suis de Limoux, donc on a en commun un milieu donc, de la bourgeoisie modeste, enfin, de la petite bourgeoisie, si vous voulez, des gens qui étaient, enfin, son père était enseignant. Mon père avait fait Subdeco Toulouse, il était directeur de cave coopérative. Ma mère était pharmacien. La mère de Jean Moulin était femme au foyer, certes, mais enfin sa sœur est devenue professeure d'anglais. Donc, même milieu, etc. comme ça. Les parents de Jean Moulin sont venus à Limoux d'ailleurs et ont acheté de la blanquette pour servir au mariage de Jean Moulin, puisqu'il est resté marié qu'un an. Mais enfin, il y a eu un mariage quand même qui a eu lieu. Et puis ensuite, il est allé à Londres. Moi, j'ai fait mon service national à Londres. Et chaque fois que je marchais à Londres sur le Mall et que je passais devant Carlton Gardens, je me disais, mais quand même, un jour, il faudra écrire la rencontre de Gaulle et de Moulin, parce que on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Il y a aucun... enfin, les historiens sont... Voilà... sans réponse. Sans réponse, puisqu'on n'a aucun échange de Gaulle et de Moulin. Et lui-même n'a rien dit, révélé de leurs échanges réels. Donc c'est un matériau extraordinaire pour un dramaturge, puisque moi j'avais une prof d'art dramatique à New York, Stella Adler, qui disait « Les pièces sont là où la vie a besoin d'aide ». Et voilà. Et alors en fait, j'ai écrit cette pièce parce que j'ai imaginé donc la rencontre de Gaulle, enfin les plusieurs rencontres entre De Gaulle et Jean Moulin. Voilà. Et donc il y a l'autre rencontre De Gaulle-Macron. Elle débute le 4 février 2025. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean-Marie Besset. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Besset. On a évoqué votre parcours, on a évoqué justement De Gaulle avec Jean Moulin et puis à vos débuts. Et le 4 février 2025, dans quelques jours, débute au Théâtre de Jazet une pièce intitulée « De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron ». Et c'est vraiment quelque chose de... Alors, le titre correspond vraiment à la réalité. Vous avez imaginé une histoire où Macron, à l'Élysée, voit le fantôme du général de Gaulle. Oui, parce que, si vous voulez... Mais enfin, je voudrais quand même préciser que si j'ai écrit déjà donc 4 pièces autour du général de Gaulle, c'est pas juste pour faire des pièces sur l'histoire ou sur un personnage historique. C'est pour parler de nous aujourd'hui que je parle de ça, si vous voulez. Je pensais à ça en écoutant le président Trump prononcer son discours inaugural, et j'étais, comme beaucoup de gens, je pense, sidéré d'entendre vibrer la foi chrétienne de cet homme dans le destin de son pays. Voilà. Chose qu'on n'a pas entendue depuis peut-être le général de Gaulle, justement. Parce que, si vous voulez, le général de Gaulle avait quand même une idée du destin de la France et du destin christique de la France, je veux dire. Oui, et en même temps, vous avez un point commun avec le général de Gaulle. Vous êtes né le même jour à quelques décennies de différence. Voilà, nous avons 69 ans d'écart, puisque je suis né en 1959 et lui en 1890. Voilà. Et dans votre famille, le général de Gaulle était vraiment considéré comme quelqu'un d'important, voire d'essentiel. Oui. Alors, je faisais la collection de timbres quand j'étais gosse. À l'époque, on faisait des collections de timbres. Alors, j'avais plein de timbres de Gaulle, évidemment. Et puis, il y avait dans le grenier, chez ma grand-mère, tout un tas des piles de lettres où il y avait un timbre, et il y avait un monsieur, quand j'étais gosse, que je connaissais pas. Et ce monsieur, c'était le maréchal Pétain. Et toutes les lettres étaient affranchies à l'effigie du maréchal Pétain. Donc j'avais tous les centimes du maréchal Pétain et tous les francs du maréchal Pétain. Et chaque fois que je disais, mais qui c'est celui-là? On me disait, oh, c'est compliqué,
faudra qu'on t'explique, etc. Et donc, en fait, psychanalytiquement, dans ma tête, si vous voulez, ma grand-mère est devenue le maréchal Pétain et ma mère est devenue le général de Gaulle, si vous voulez. Alors, c'était très étrange et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'air d'écrire sur de Gaulle et Pétain, ou de Gaulle et Moulin, ou de Gaulle et Macron, mais en fait, j'écris une histoire qui est très, très enracinée dans ce que je suis. Enfin, voilà. Tout à fait. Alors, cette fantaisie politique, comme vous la présentez, c'est une façon, c'est un dialogue imaginaire qui permet de raconter en même temps la France d'hier et celle d'aujourd'hui, Jean-Marie Besset. Oui, ben, ça a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a une phrase qui définit, peut-être, il y avait une réplique qui définit peut-être la pièce. De Gaulle dit à Macron, vous êtes un homme du changement, alors que moi, je suis frappé par la permanence des choses. Et je crois que c'est ça, la différence, en fait. La grande différence entre les deux, c'est que, et c'est peut-être aussi la raison de tous les problèmes que rencontre la présidence d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est lié à sa jeunesse, en fait. Maintenant, nous avons M. Bayrou qui est Premier ministre. Je pense qu'on a pris un vieil homme après avoir pris un homme jeune qui était Gabriel Attal, et je pense que peut-être ça ira mieux. Déjà, voilà. Mais disons que chez De Gaulle, il y a vraiment une idée de d'où vient la France, etc. Chez Macron, curieusement, le fait qu'il ait pu dire une phrase comme « il n'y a pas de culture française », si vous voulez, c'est une phrase que je ne relève pas dans ma pièce, parce que ma pièce, je voulais pas entrer dans des polémiques ou des... si vous voulez, c'est une phrase terrible. Enfin, moi, vous imaginez qu'il aille dire en Angleterre il n'y a pas de culture anglaise, ou qu'il aille dire en Allemagne il n'y a pas de culture allemande, ce serait impensable. Donc, non. Voilà. Et là, dans cette pièce, il faut bien savoir que vous êtes basé sur des faits d'actualité pour Emmanuel Macron et des faits historiques pour le général de Gaulle. Il y a une comparaison, il y a un dialogue autour de ce qu'ils ont vécu chacun à leur façon. Ça va des Gilets jaunes à la France de 40. Voilà, c'est ça. Ça va de Gaulle finit par lui dire « Écoutez, moi j'ai traversé une première guerre mondiale, ensuite j'ai traversé une seconde guerre mondiale, ensuite j'ai fait la décolonisation de nos territoires, et vous ?» demande-t-il à Macron. Et Macron répond « Ah, mais en réfléchissant 2 secondes, et j'ai eu une épidémie d'amplitude mondiale, et puis ensuite j'ai eu des gilets jaunes, voilà. » Enfin, ça fait rire les gens, mais enfin, c'est pas très très aimable de dire ça. Mais d'un autre côté, je pense que si vous voulez, des gens de l'ampleur du général de Gaulle sont des gens qui ne sont pas faits. Ils sont comme l'albatros de Baudelaire. Ils sont pas faits pour les temps ordinaires ou pour le plancher de l'humanité. Ils sont faits pour le haut vol en permanence. Quoi, oui, voilà. et vous évoquez aussi, et ça c'est très important, c'est-à-dire le côté de Gaulle pendant la guerre, où vous dites, vous évoquez sa fureur parce que le 6 juin 44, il l'a appris au dernier moment. Oui, il a appris au dernier moment, et en effet, De Gaulle, si vous voulez, moi c'est ce qui m'intéressait dans De Gaulle et Moulin, c'est-à-dire par exemple quand j'ai écrit la pièce sur De Gaulle et Moulin, si vous voulez, c'est que les deux se sont reconnus comme ayant fait chacun un coup de poker. C'est-à-dire il y en a un qui arrive à Londres alors qu'il n'est rien, qu'il est plus rien, qu'il est un ex ou secrétaire d'État dans un des gouvernements qui n'existent plus. Il dit aux Anglais, la France c'est moi. Et Moulin arrive devant De Gaulle et il lui dit, alors qu'il a rencontré à peine... Macron. Non, Moulin, ouais, je dis à l'époque, il avait rencontré à peine les dirigeants des mouvements de résistance de la zone sud, et il arrive devant De Gaulle et il lui dit, la résistance c'est moi. Donc chacun s'est reconnu comme ayant fait un coup de poker, si vous voulez. Et Macron aussi, il fait des coups de poker d'une certaine façon. C'est un côté joueur. D'ailleurs, De Gaulle lui dit dans la pièce, tenez, vous me rappelez Moulin. Et comme vous, il avait l'air de vouloir tout réconcilier, des choses impossibles. Enfin, voilà.
En fait, il y a aussi l'évocation des successeurs du général de Gaulle, que ce soit Giscard, Mitterrand, Chirac. Et là aussi, vous imaginez la réaction du général de Gaulle, Jean-Marie Besset. Voilà, un peu, oui. C'est un peu facile, mais disons que voilà. Enfin, on n'entre pas dans les détails parce qu'on est quand même dans une, comme je dis, une fantaisie politique. J'ai deux interprètes exceptionnels. Stéphane Dos, qui a déjà joué le général de Gaulle dans Jean Moulin Évangile, et là qui reprend le costume du général. Et qui ressemble au général. Et qui ressemble au général de façon frappante, si bien que les gens viennent lui demander son autographe à la sortie en étant tout étonnés qu'il ne signe pas Charles de Gaulle. Et puis Nicolas Vial, qui est le fils de Pierre Vial, grand acteur du français, et qui est aussi un acteur remarquable et qui endosse malicieusement le personnage et le costume d'Emmanuel Macron. Voilà. Et il lui ressemble physiquement d'ailleurs. Oh oui, il lui ressemble aussi. Oui, mais... Donc il y a une ressemblance. Bon, c'est quand même assez nécessaire quand on a des gens aussi identifiés, quoi. Oui. Et derrière les ressemblances du général de Gaulle, il y avait un comédien, Adrien Quéla-Legrand, qui jouait tout ce qui était possible et imaginable comme de Gaulle. On l'appelait mon général dans la rue, sinon il ne répondait pas. Voilà. Et à sa retraite, on lui a donné une carte à vie permanente pour déjeuner gratuitement aux Invalides pour le remercier d'avoir géré le général. Et il arrivait en uniforme. Mais en effet, si vous voulez, je pense que Emmanuel Macron est en effet assez obsédé, comme beaucoup d'hommes politiques, vous me direz, mais enfin lui particulièrement, puisqu'il occupe le palais de l'Élysée qu'a occupé le général de Gaulle lui-même. Donc je pense que Macron est assez obsédé par le général de Gaulle. Il y a pas mal de photos de sa photographe officielle où il est sous le portrait de Gaulle, où il parle de Gaulle, où il est, etc. Donc il ne cesse de... Voilà. Alors de Gaulle lui reproche, par exemple, à un moment donné, parce que ça se passe dans un petit salon. La pièce se passe dans un petit salon de l'Élysée du rez-de-chaussée, de l'aile gauche, et où Macron, n'arrivant pas à dormir, et pour pas déranger son épouse, est allé lire un livre, et puis il s'est endormi, et puis le général de Gaulle lui apparaît. Et de Gaulle est très étonné que ce soit un petit salon, parce qu'il avait fait aménager une chapelle dans cet endroit. Donc ça fait partie, si vous voulez, du christianisme du général de Gaulle, qui certes était beaucoup moins démonstratif et bling-bling que celui de Donald Trump, mais cette foi du général de Gaulle l'a guidé. C'est pas que je veuille absolument faire un parallèle entre Donald Trump et Charles de Gaulle, bien sûr, parce que le style n'a rien à voir des deux hommes, ils sont très différents. L'un est complètement américain, l'autre est totalement français du nord de la France et catholique, etc. Et l'autre est plus, un protestant d'Amérique, quoi. Mais voire évangéliste. Ouais. Mais en fait, ils ont tous les deux chevillé au corps l'amour de leur pays, bien sûr, mais cette idée d'une destinée, c'est-à-dire d'une destinée divine, enfin de leur pays. Et de Gaulle, on le sait pas assez, est infusé de trois écrivains, de trois grands penseurs du début du XXe siècle, c'est-à-dire Bergson, qui est quand même peut-être le plus grand philosophe français du XXe siècle, Péguy, et puis Barrès. Voilà, c'est-à-dire c'est quand même trois figures de la chrétienté, puisque Bergson lui-même, pour le moment, fait un chemin pour se convertir au catholicisme, même s'il n'a pas abouti en fin de compte. Je trouve aussi que dans cette pièce, Emmanuel Macron et le général de Gaulle évoquent leur vie privée avec une certaine Brigitte. Et d'ailleurs, il est assez étonné de Gaulle de savoir qu'il y a une autre Brigitte que celle qu'il a connue. Voilà. Oui, il dit « Ah, mais elle est blonde, votre Brigitte. Nous avons une Brigitte, nous aussi, blonde aussi, mais... Oh, Madame de Gaulle ne l'aimait pas beaucoup. » Oui. Voilà. Enfin, elle a été reçue à l'Élysée en 67, lors d'une soirée privée. Elle est arrivée avec un pantalon alors que tout le monde était en tenue de soirée. Et de Gaulle lui a dit « Je vous avais pris pour un militaire. » Et Madame de Gaulle lui a tendu une main molle. Voilà, exactement. Alors, vous évoquiez aussi dans cette pièce, parce qu'il y a beaucoup de choses modernes, la technologie d'aujourd'hui que le général de Gaulle appelle un charabia. C'est-à-dire que de Gaulle a été un homme... c'est-à-dire, c'est pas tout à fait un charabia pour lui, parce qu'il a quand même mis sur pied le plan calcul, qui a donné les ordinateurs, qui a donné la compagnie Bull, puis Honeywell Bull, puis finalement tout ça c'est parti en Amérique. Et puis si bien que... Enfin, de Gaulle le reproche à Macron...
il lui dit, mais tous ces ordinateurs qu'on utilise, c'est pas nous qui les faisons. Oui. Non, lui dit Macron, non. Alors on les achète ailleurs, aux Américains. Et oui, et aux Chinois, et à Taïwan, etc. Donc De Gaulle est absolument furieux. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous avais légué, quoi, là-dessus? Parce que De Gaulle n'a cessé enfin, c'est quand même le plan calcul, il a été à la pointe, le nucléaire, etc. C'est à De Gaulle qu'on doit quand même les progrès technologiques et cette souveraineté que nous avons perdue en matière. Voilà, alors on fabrique encore, je crois, des composants, on fabrique des armes, bien sûr, mais c'est quand même incompréhensible que la France ne soit pas capable de fabriquer des téléphones portables, puisque si vous voulez, le slogan, moi, dans lequel j'ai grandi, dans les années où j'ai grandi, c'était « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Alors, le président Trump, il a dit qu'il avait du pétrole et du gaz plus que tout autre pays au monde. Mais nous qui n'avons pas de pétrole ni de gaz, nous avions des idées. Où sont-elles passées? Eh ben moi, l'idée que je vous donne, c'est d'aller au théâtre de Jazet à partir du 4 février, aller voir De Gaulle apparaît en songe à Emmanuel Macron, avec Stéphane Dos et Nicolas Viel. Cette pièce de Jean-Marie Besset, qui, à mon avis, va être un événement. J'attends peut-être un jour les réactions de l'Élysée, on ne sait jamais. On ne sait pas. Écoutez, j'avais envoyé la pièce à Madame Macron, oui, qui m'a gentiment répondu qu'elle se faisait un plaisir de la découvrir. Eh ben, celles et ceux qui nous écoutent vont ainsi la découvrir parce que c'est un grand moment de théâtre. Merci Jean-Marie Besset. Continuez à travailler ainsi votre passion pour le théâtre et pour nous. Ben, je vous remercie. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.